Cette ville du sud de la Chine occupe une place majeure au niveau mondial malgré sa petite taille. Pour tout vous dire, en anglais on la surnomme carrément Las Vegas of the East. Et cette ville, c'est Macao. Là-bas, on peut à la fois se balader dans des ruelles qui rappellent le Portugal, ou bien aller dans des casinos gigantesques pour jouer toute sa fortune. Bref, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière. Au XVIe siècle, les Portugais, c'est des explorateurs de fous. Ils sont prêts à parcourir la planète entière pour ramener des épices en Europe. Et leur empire commercial reposait sur la construction de comptoirs partout dans le monde. En gros, dans chaque pays, ils construisaient un petit port qui leur servait de point d'ancrage et d'échange avec les peuples locaux. À l'époque, ils étaient par exemple installés à Goa en Inde, Malacca en Asie du Sud-Est, mais ils cherchaient à avoir une présence en Chine. Ils vont tenter à plusieurs reprises de s'installer dans le sud du pays, mais seront repoussés par l'armée chinoise à chaque fois. Finalement, en 1557, les Chinois autorisent enfin les marins portugais à se poser sur un petit bout de territoire. Et c'est sur celui-ci qu'ils vont commencer à construire une ville qu'ils nommeront Macao suite à une mauvaise interprétation. En effet, quand les Portugais demandent aux habitants locaux comment s'appelle la baie, ils répondent Amakong, ce qui signifie baie de la déesse Ama. Les Portugais comprennent Amakao, ce qui deviendra Macao. La ville se développe alors comme un nœud commercial important, notamment entre le Japon, l'Inde et l'Europe. En parallèle, elle devient aussi un point de départ pour les missionnaires portugais qui veulent amener le christianisme en Asie. Malheureusement, au cours du XVIIe siècle, avec la politique d'isolement du Japon, qui se referme et refuse de commercer avec les pays extérieurs, Macao perd en importance. Pour aggraver encore plus les choses, le port britannique voisin de Hong Kong commence à se développer au point de devenir plus influent. Du coup, pour compenser, le gouvernement de Macao va devoir trouver des nouvelles sources de revenus. C'est pour ça qu'ils vont décider d'autoriser quelque chose d'assez tabou à l'époque, les jeux d'argent. Cette petite décision de rien du tout aura en fait un gros impact sur le futur de la ville, mais ça on en reparle plus tard dans la vidéo. Du coup, même si Hong Kong est devenu le port principal du sud de la Chine, les Portugais conservent la main mise sur Macao et en ont même un peu marre de payer l'impôt aux Chinois. Et oui, il ne faut pas oublier que pour le moment, ils sont toujours locataires. Du coup, en 1844, ils décident que c'est un territoire portugais et en profitent aussi pour annexer des petits bouts de terre supplémentaires. À l'époque, l'empire chinois est très faible et n'a pas vraiment les moyens de réagir. C'est ainsi qu'en 1887, ils sont forcés de signer un traité qui acte le fait que Macao appartient au Portugal pour toujours. En parallèle à cette période, les triades seront de plus en plus influentes, surtout après 1949 quand le communisme est proclamé en Chine. Une grande partie d'entre elles fuiront entre autres à Macao. Les fusillades de rue seront alors monnaie courante, en plus de la prostitution, du trafic de drogue et des rackets. Cette impuissance des autorités portugaises face à la criminalité se traduira aussi par des émeutes pro-Chine dans les années 60. Pour apaiser les tensions, le gouvernement de Macao va signer des accords avec la Chine et la communauté chinoise. Mais de toute façon, à peine 10 ans plus tard, avec l'effondrement de la dictature au Portugal, toutes les colonies sont rendues indépendantes. Cependant, la Chine refuse pour l'instant de récupérer Macao et propose de discuter des conditions de rétrocession. Pendant cette période de discussion, Macao aura le statut de territoire chinois sous administration portugaise. Les deux pays parviennent finalement à un accord et en 1999, le territoire est rendu à la Chine. Cette date marque alors la fin de l'empire colonial portugais. Tout ça nous mène à aujourd'hui où Macao a un statut spécial en Chine. En effet, le Portugal a négocié que la ville puisse conserver son autonomie pendant 50 ans minimum, donc jusqu'en 2049. C'est ce qu'on appelle une région administrative spéciale et il n'y en a que deux en Chine, Macao et Hong Kong. En gros, ça veut dire que Macao a son propre gouvernement qui dispose de tous les pouvoirs sauf deux, la défense et les affaires extérieures. En dehors de ça, elle a sa propre monnaie et police, ses propres lois, une certaine liberté de la presse et son système judiciaire. Ce fonctionnement est surnommé un pays deux systèmes. Le pays c'est la Chine et les deux systèmes c'est le régime communiste de la Chine continentale et les régimes dits capitalistes de Hong Kong et Macao. En plus de ce statut spécial, ils ont aussi négocié que le portugais reste une des deux langues officielles du territoire avec le chinois. En même temps, il faut dire qu'il y a encore des habitants dont c'est la langue maternelle. En effet, les personnes d'origine portugaise ou métisse sino-portugaise représentent encore 1,8% de la population. Ensuite, on trouve environ 90% de Chinois, soit la majorité des habitants, et le reste, c'est des descendants d'immigrés originaires d'autres pays asiatiques, comme le Vietnam ou les Philippines. D'ailleurs, avec plus de 600 000 habitants concentrés sur à peine 30 km², Macao est le territoire le plus dense au monde devant Monaco. Du coup, pour loger tout ce petit monde, la ville s'est construite sur la mer, et pas qu'un peu. Je vous disais qu'elle faisait 30 km², mais il y a une centaine d'années, elle ne faisait que 11 km². La ville a littéralement triplé en taille au cours d'un siècle. Des petits remblaiements ont eu lieu à partir des années 20, mais c'est à partir des années 90 que tout s'accélère vraiment.
En 1995, l'aéroport de Macao est construit sur la mer, et entre 1997 et 2004, les deux îles de Taipa et Koloan sont carrément reliées entre elles. Et c'est pas fini puisqu'encore aujourd'hui, de nouveaux quartiers sont en train d'être construits sur la mer. La Chine a donc réussi à bien intégrer Macao, mais aussi transformer son héritage portugais en avantage. En effet, les Chinois utilisent la ville comme un point de départ pour commercer avec le monde lusophone, c'est-à-dire les pays qui parlent portugais. C'est comme ça que Macao est devenue la plaque tournante du commerce chinois avec le Brésil ou l'Angola, deux pays émergents qui produisent beaucoup de matières premières. Au final, la ville garde un peu le même rôle qu'à l'époque de sa création, quand les Portugais s'en servaient de point de contact pour commercer avec la Chine. Cependant, le business principal, ça reste quand même les jeux d'argent. Les casinos de Macao génèrent 4 fois plus d'argent que ceux de Las Vegas, et en plus de ça, 70% de l'argent du gouvernement de Macao provient des impôts payés par les casinos. Ça fait beaucoup de chiffres, mais ça montre surtout à quel point l'économie de la ville dépend des jeux d'argent. Et les origines de ce business fructueux remontent à l'époque portugaise. Comme je vous le disais juste avant, à la fin du 19e siècle, l'économie de Macao ne se porte pas très bien à cause de la ville anglaise voisine de Hong Kong qui absorbe tous les flux commerciaux. Du coup, pour trouver d'autres revenus, les Portugais décident d'autoriser les jeux d'argent. Les premiers casinos peuvent alors ouvrir à condition de détenir une licence accordée par le gouvernement. Au départ, il y a une licence par type de jeu qui est accordée, ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir plusieurs casinos différents qui proposent les mêmes jeux. Avec la croissance du secteur, le système évolue et la licence pour tous les jeux d'argent n'est accordée qu'à une seule entreprise. Elle passera alors entre les mains de différentes grandes familles jusqu'en 1962 où ce business va être complètement bouleversé. Cette année-là, l'entrepreneur Stanley Ho obtient la licence pour l'exploitation de tous les casinos de Macao. Avec son entreprise, la STDM, il va moderniser les casinos qui jusque-là ne proposaient que des jeux chinois. Lui, il amène le modèle et les jeux occidentaux, et en plus il développe un service de bateau entre Macao et Hong Kong pour amener plein de clients dans ses casinos. Pendant cette période, le revenu généré par les jeux d'argent va exploser, ce qui fera de Stanley l'homme le plus riche de la ville, mais aussi l'un des plus riches d'Asie. Il gagnera même le surnom de King of Gambling, littéralement le roi des jeux d'argent. Et quand les Chinois récupèrent Macao en 1999, ils décident de continuer à autoriser les jeux d'argent même s'ils sont interdits en Chine. Le gouvernement espère ainsi concentrer tous les casinos dans une seule ville. Et en 2002, quand la licence accordée à la STDM arrive à expiration, ils décident de mettre fin au système de monopole et accordent des licences à d'autres entreprises, notamment pour attirer les investisseurs étrangers. Du coup, des grands groupes présents à Las Vegas, comme MGM ou Las Vegas Sands, s'installent dans la ville. Et cette politique porte ses fruits puisque 4 ans plus tard, en 2006, Macao dépasse pour la première fois Las Vegas, qui dominait pourtant le game des casinos depuis des décennies. Ce succès phénoménal a permis à Macao d'avoir une des croissances les plus élevées au monde, mais aussi d'avoir un taux de chômage très faible et une augmentation du salaire moyen. Le business des jeux d'argent a aussi indirectement développé d'autres secteurs comme l'hôtellerie, l'immobilier ou plus généralement tout ce qui concerne le tourisme. Mais évidemment, tout ne peut pas être positif. La conséquence de ce développement incroyable, c'est que tous les petits business et commerces ont progressivement été remplacés par des grandes entreprises mieux capables de répondre aux demandes des touristes fortunés. Finalement, aujourd'hui, on trouve 41 casinos à travers Macao. Le plus gros de la ville et du monde, c'est le Venetian Macao, avec sa reproduction de Venise version décor de cinéma. Mais quand même, le casino le plus emblématique, ça reste un de ceux construits par Stanley Ho, le grand Lisboa, avec son immeuble en forme de lotus. Mais pour autant, tout n'est pas tout rose pour le secteur des jeux d'argent. En effet, Macao a été très impacté par la lutte contre la corruption menée par Xi Jinping en Chine à partir de 2014. Tous les politiciens et chefs d'entreprise corrompus venaient jouer leur argent dans la ville. Avec la pandémie qui s'est ajoutée en 2020, il a été conclu que la ville ne pouvait pas dépendre entièrement d'un seul secteur économique. C'est pour ça que Macao essaye de se diversifier en évoluant vers une destination du tourisme de luxe à l'instar de Dubaï, mais aussi en se développant comme un point de contact du commerce avec les pays qui parlent portugais. Voilà, maintenant vous connaissez l'histoire de Macao et les raisons qui en ont fait la capitale mondiale des jeux d'argent. Ce business a permis à la ville de connaître une croissance exceptionnelle, mais a aussi rendu son économie dépendante des casinos. C'est pour ça qu'afin de pouvoir pérenniser son modèle, le gouvernement de Macao essaye de diversifier ses sources de revenus. En tout cas, j'espère que l'histoire de cette ville unique vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. En ce qui concerne les sources de cette vidéo, j'ai mis quelques liens en description pour ceux qui voudraient en connaître plus sur le sujet. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que maintenant j'ai un TikTok sur lequel je poste des versions courtes de mes vidéos. Allez voir si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien dans la description et sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis au revoir, on se retrouve dans la prochaine vidéo.